Tout le monde est en place. On va donc continuer, là plutôt non pas un commentaire des résultats de l'enquête IFOP Le Sieur pour l'OCEPOP, mais bien dans ce que cherche à faire l'OCEPOP depuis sa création en 2011, vraiment étendu partage d'expérience, en allant chercher comme ça des éléments que l'on connaît, que l'on a rencontrés. On va commencer avec, s'il vous plaît, on va continuer avec deux invités de marque. Michel Troisgros. Michel, si tu veux bien nous rejoindre. Et Joël Thiebaud. Applaudissements, s'il vous plaît. Vous avez des micros, les garçons. Un chacun. J'ai souhaité convier Joël Thiebaud et Michel Troisgros pour des histoires à peu près similaires, à deux niveaux en fait, de la pratique de la cuisine et de la production du végétal. Joël, parce qu'effectivement c'est un maraîcher, tu m'excuses si je dis ça, un maraîcher historique. Non mais si, attends, mais parle dans le micro, Joël. Ça ne me déplaît pas parce que je dis souvent à l'image de mes amis japonais qui sont toujours en train de nous dire que leur famille produit depuis 15 générations du saké ou quoi que ce soit. Moi j'ai l'habitude de dire que ma famille est indigène de la commune où j'exploitais et où j'habite toujours. Carrière-sur-Seine dans les Yvelines. Le dernier fragment aussi près de Paris de cette ceinture verte qui est par Philippe Auguste, pour alimenter la capitale. Et je me sens complètement, même si je suis le dernier des Mohicans, parce que mes filles font autre chose que de la culture maraîchère, de cette longue lignée. Et ça donne aussi des obligations morales qui s'imposent, en disant on fait autre chose, parce que la culture, évidemment, qu'on pratiquait il y a 3, 4, 10 générations n'est plus du tout celle qu'on fait maintenant. Ouais. Donc, Joël Thiebaud, historique, parce que moi je me rappelle du premier chef qui est venu te voir sur le marché d'Alma, c'était Taïra. Ouais, Taïra qui avait un restaurant rue des Acacias, qui est un des premiers chefs japonais installés à Paris ayant son propre restaurant, qui est un personnage, si vous ne connaissez pas Taïra, il faut demander un rendez-vous. C'est un sacré personnage, et qui a été le premier voir Joël en choisissant des légumes bizarres, on va dire, qui n'étaient pas habituels sur les étals de maraîchers, et en te disant, mais moi je veux ça, je veux comme ça, il faut les ramasser comme ça. C'était un vrai moteur, en fait, au changement maraîcher, la relation qui s'était créée il y a combien de temps, Joël? 35 ans avec Taïra? 40 ans? Non, pas 35 ans, je pense. Non, tu vieillis. Non. Alors, non, touche pas sur le bouton, faut, comme un esquimau, tu te le poses sur le... C'est pas le même ça. Regarde, tu le poses carrément, voilà, et normalement, ça devrait... Est-ce qu'on l'entend? Allô? Voilà. Petite technique. Michel, t'as retenu, hein? Oui, non, je retiens qui dit allô. Et Michel Troisgros pour plein d'histoires. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Michel, et je me souviens en particulier ensemble faire un tour sur le marché de Roanne. Si vous allez à Roanne, c'est un super petit marché, magnifique, avec plein de producteurs, et où on se rendait très vite compte que la famille Troisgros, toi Michel, mais aussi ton père et ton oncle, avaient été des éléments influents en fait sur la pratique maraîchère et légumière rouennaise. Je me souviens en particulier que tu étais admiratif chez l'un de tes producteurs qui ramassait des tout petits haricots et qui les rangeait bien comme il faut. C'était pas pour toi, c'était pour la clientèle rouennaise. C'est-à-dire que ta demande devenait en fait la demande des Rouennais. Et je trouvais ça très intéressant, justement, ces deux personnages historiques de la cuisine et de la production, dans leur aspect prescripteur. Pas forcément voulu, pas forcément désiré, mais avec sentiment, avec générosité, le fait que Michel, comme Joël, ont joué en fait sur nos changements d'appréciation et de comportement vis-à-vis de l'univers végétal. Joël. Je pense que ce qui est faux... Fais gaffe Michel parce qu'il est super bavard. Hein. Ouais. On se connaît depuis un certain temps quand même. Ce qu'il faut surtout souligner et appuyer, c'est la relation, le tandem qui se crée à chaque fois qu'il y a un cuisinier, parce que souvent c'est le cuisinier qui vient voir le maraîcher. Le maraîcher il a du mal à sortir de son bocal, l'exploitation entre guillemets. Et on va beaucoup plus loin avec le produit qu'on irait chacun de son côté. On s'enrichit les uns et les autres. Le maraîcher va apporter l'histoire de la graine au piano et le cuisinier en retour va donner toute son expérience avec le produit. Lorsqu'on multiplie ces tandems,
j'ai eu la chance de travailler avec de très nombreux cuisiniers, et en fin de carrière, c'était énorme. On a, avec le même produit, autant de façons quasiment de cuisiner et de voir ce que le produit peut apporter comme plaisir dans l'assiette, avec chaque cuisinier à qui on a donné ce produit. Ça, je crois que c'est l'histoire du produit transmis du maraîcher au cuisinier, l'histoire de la transformation et de la sublimation souvent par le cuisinier. Ça, c'est ce qui est le plus important et qui détermine, parce qu'on parlait de la cuisine à la maison, je pense que ce travail-là, ça nous permettait, nous, sur les marchés, ça nous permet sur les marchés de donner quelques conseils à nos clients particuliers, et c'est énorme. Alors l'idée, bien sûr, l'idée du cuisinier, elle est initiée souvent sur le marché. C'est souvent à la vue, à la relation, au contact des maraîchers que, en effet, se construit, on pourrait dire, l'appétit pour faire, déjà choisir, et puis construire après en cuisine. Il y a une chose aussi, c'est que vos ingrédients, quand ils arrivent dans les cuisines, on met un visage sur les ingrédients. Et ça, c'est important parce que ça donne du sens, ça donne de la sensibilité, ça donne à notre travail, au travail de la brigade, une racine, une source, une humanité qui peut en effet être influent sur l'attitude, le respect des ingrédients. Alors nous on a coutume, depuis toujours, d'amener l'équipe à tour de rôle sur le marché. C'est-à-dire que le marché, notamment du vendredi matin, qui est très beau à Roanne, il est très beau depuis belle lurette, hein, et il est très beau, il se maintient très beau. Parce que ceux qui étaient là, ceux qui ont initié au départ, on pourrait dire que Jean et Pierre Troisgros étaient les locomotives de la qualité de ce marché il y a une cinquantaine d'années déjà, ça a commencé dans les années 60, eh bien, ont formé, et aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la deuxième génération, voire la troisième génération de ces producteurs qui arrivent sur le marché de Roanne. Et on initie, nous, à tour de rôle, quand parfois même c'est un grand groupe, tous les vendredis matins notamment, on arrive, mais vraiment on est une grosse bande quoi, sur le marché de Roanne, à 7h, 7h30 du matin, on est les premiers pour que ça soit pratique, pour avoir aussi les plus beaux ingrédients, mais en même temps pour prendre le temps de converser avec les producteurs. Et on est nombreux, parce que justement on souhaite que notre équipe, en cuisine, tout comme en salle d'ailleurs, ou les autres services de la maison, puisse toucher ça de près et mettre un visage sur les haricots verts écoutés, les épinards. Donc c'est aussi un point qui est très important, très important. On verra tout à l'heure avec Dorothée Germain et Sophie Niklos qui travaillent auprès des enfants, mais c'est la même histoire. Je pense au marché Saint-Joseph, qui est le marché producteur de Clermont, ma ville. Le vendredi matin à 16h du matin, ils sont tous là, les chefs qui ont des étoiles ou qui ont des restaurants pas mal, ils viennent faire leur choix. Eric, moi il y a très peu de chefs, malheureusement il y a trop peu de restaurateurs à Roanne qui vont sur le marché. Moi je te parle de ma propre équipe. Hein. Voilà. Et on se retrouve, d'ailleurs on prend le temps de boire un café ensemble et on prend le temps de converser, parfois de banalité, mais ça crée un lien, une confiance qui est fondamentale. J'aimerais que tu nous racontes en fait comment ça s'est passé avec tes producteurs. J'ai l'impression que les voyages abondants que font aujourd'hui les cuisiniers, ou aussi les maraîchers, le but du jeu c'est de ramener, coincé dans la chaussette, des graines qui ne sont pas forcément utilisables, et dire tiens, j'ai trouvé ça, j'ai goûté ça à l'autre bout du monde. Je pense à une plante japonaise par exemple. Alors, non, si tu veux fais bien qu'il y a une marge derrière Michel, rapproche-toi. Est-ce que tu veux évoquer le wasabi ? Donc le wasabi, notamment, les wasabi aujourd'hui c'est un peu l'antichet, mais il y a 15 ans de ça, lorsque j'ai visité une exploitation, j'ai eu la chance d'être accompagné dans une exploitation donc, entre Tokyo et Kyoto, et parce que j'avais une fascination, j'avais le goût wasabi, j'avais le goût piquant, peut-être qu'elle me vient de l'Italie, de ma mère, peut-être de la moutarde de Dijon de mon père, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais le goût du piquant. Et j'ai voulu en savoir plus. Et là, j'ai créé un lien avec le producteur qui ensuite nous a proposé, nous avons initié ensemble une culture de wasabi donc dans la périphérie de Roanne. Alors, évidemment, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes sols,
Mais on a essayé, on a tenté quelque chose. Ça a été un peu laborieux. Ça a pris 4 ans pour avoir le premier rhizome de wasabi. Mais, alors, le type s'appelait... On a eu 2 essais. Un avec Jean-Pierre Vurnot, qui était un producteur fidèle de la maison. Et un historique. Voilà, Jean-Pierre était un homme formidable qui maintenant a passé la main. Et Monsieur Schweitzer, qui lui est arrivé dans notre histoire parce qu'il était non pas de formation agriculteur, mais plus ingénieur et lui-même avait le goût de l'aventure et peut-être maîtrisait mieux les paramètres qui pouvaient être ceux à maîtriser pour la plantation. Donc, on a essayé, il a monté une serre, il arrosait beaucoup, il a ombragé parce que... C'est l'enfer à produire, hein, wasabi, juste en parenthèse. Oui, c'est l'enfer pour avoir au bout de 2 ans un tout petit truc. Hein, je veux dire, on était vraiment, en plus, là, on était initiateurs, il ne pouvait pas même s'appuyer sur des témoignages en France, puisqu'il était le premier. Donc, alors heureusement, on a été accompagné par les ingénieurs agro qui venaient du Japon. Et le travail a été laborieux, mais on a obtenu, au bout de 4 ans, les premiers rhizomes de wasabi. Donc j'ai eu ma période wasabi, parce qu'après, évidemment, c'était un élément, un condiment de ma cuisine qui était à ce moment-là très original, surtout qu'il venait ni du tube ni de la poudre, mais bien d'un wasabi râpé à l'instant, comme là-bas. Ouais, sur la peau de requin. Donc j'ai eu ma période wasabi. Bon, après, Schweitzer a changé encore une nouvelle fois d'orientation, donc évidemment j'ai perdu mon producteur, et puis après je m'en suis désintéressé parce que le wasabi est devenu trop à la mode. Donc je me suis aussi dit, bon bah à quoi bon continuer sur un produit qui se banalise. Voilà. Mais cette initiative, qui n'est pas l'unique, a été très originale c'est bien inscrit dans la curiosité et dans l'exemple que tu donnes de comment ça chemine. Comment le Raoram aussi... Le Raoram, qui est un Quenopodiacée, je crois, originaire du Vietnam, qui fait des feuilles parfumées entre, on va dire, citronnelle et coriandre, des notes comme ça. Ouais, compliqué à définir le Raoram. Cumin aussi. Cumin un petit peu. Bon, on est dans les apiacées. C'est très intéressant ce que raconte Michel. Je me fais penser à quelque chose. Il a cité un mot, c'est mode. En fait, le cuisinier et le maraîcher vont mettre en avant un produit, ça va surprendre, s'installer dans un univers gustatif et d'imaginaire culinaire, et puis tout doucement, le cuisinier va l'abandonner, mais toi, le maraîcher, va continuer à vendre, et là, ça va toucher le grand public. C'est une mécanique qui est souvent établie comme ça ? Oui, mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'il ne s'agit pas de faire du copier-coller d'un produit qui pousse à l'autre bout du monde. Il s'agit de voir ce que tous les producteurs, depuis la nuit des temps, ont fait. C'est-à-dire avoir un produit qui vient bien d'ailleurs, avec d'autres paramètres climatiques, et notamment le photopériodisme qui est essentiel. Photopériodisme, c'est la période de lumière nécessaire à une plante pour venir à maturité. Voilà. Et voir si on en fait un produit qui peut être intéressant pour eux, dans un premier temps. Donc une fois évidemment qu'on a développé, on crée ce qu'il faut aussi que la responsabilité du producteur qui a été à l'initiative de ça, c'est que si ça devient une mode, il ne faut pas que d'autres producteurs pensent qu'il faut simplement remettre dans le champ et cultiver avec l'esprit du lieu. Il faut acclimater la plante, donc même si il faut traiter une carotte de Kyoto, interdite en culture en France, mais on a des types qui ressemblent à la culture de Kyoto, rouge de Kyoto, qui pousse pas sous les mêmes cieux. On doit la mettre en place pas à la même époque que nos variétés européennes ou occidentales. Donc ça, il faut savoir le faire, et il faut, je dirais, si on parle de mode, c'est comme les fameuses tomates. On va en parler des tomates. En fait, ce qu'elle est en train de nous raconter, c'est que une espèce ou une variété, il faut l'adapter culturellement et culturellement. Voilà. Il y a les deux mécaniques qui sont en jeu. Effectivement, les tomates, aujourd'hui, on voit des listes de tomates. C'est ce que j'appelle du cooking name dropping. Rose de Berne, t'as l'impression d'avoir tout dit quand t'as dit Rose de Berne. Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça? Est-ce que la tomate, faut qu'elle se trouve bien dans ton terrain, dans ta matière de cultiver, et surtout qu'il y ait des gens pour l'acheter? C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir 15 milliards de tomates si elles ne sont pas dans les bonnes conditions pour pousser, et surtout si t'as pas les gens pour les acheter.
faut déjà savoir qu'un libellé, sous le libellé rose de Berne, noir de Crimée, on a une multitude de sélections avec des résultats complètement différents au niveau de la forme, de la texture. Donc ça, il y a quand même quelque chose à voir. Si on ne reproduit pas sa graine, puisque là on est dans des variétés de population, donc on peut reproduire soi-même si on le veut, à condition, et ça c'est la condition sine qua non, qu'on soit sûr d'avoir une culture complètement exempte de virus. Ça c'est complètement naturel, et ça nous détruit une variété très vite en 2 générations. Sachant que sur une variété de population comme ça, tu peux avoir des apparitions de variantes. Totalement naturelles, dans un seul coup, la rose de Berne, elle n'est plus rose de Berne, elle fait autre chose. C'est pour ça qu'on les a encore, on peut encore en trouver les descendants. Quand les gens me parlent, et notamment le monde journalistique me parle des variétés anciennes, ou de légumes anciens, ça me fait sauter au plafond, parce que je dis, mais vous n'avez que les descendants d'une longue lignée qui n'a rien à voir avec son ancêtre d'il y a 300 ans. La plus vieille variété de légumes que nous avons aujourd'hui, c'est la betterave crapaudine. Elle est issue d'une autre variété, la betterave de Castellodari, qu'on retrouvait il y a 150 ans. Mais cette betterave crapaudine, elle a pas, ses caractéristiques sont celles de sa lignée depuis 50 ans. Elle n'a pas les caractéristiques de la lignée d'il y a 100 ou 150 ans. On n'a plus les mêmes besoins. Donc ça, les agriculteurs ont su faire évoluer les variétés en fonction des besoins de chaque époque ou des cuisiniers. C'est-à-dire que si la cuisine est en réponse à une société, elle répond en fait au désir social d'une communauté, la production de légumes, c'est exactement la même chose, Joël. On ne fait pas du légume en dehors de la société qui veut la manger. Non, regardez c'est un exemple que je donne souvent, et ceux qui me connaissent le savent. Regardez l'exemple des racines sur les tableaux des peintres flamands. On a des trucs énormes qui partent de tous les sens. On ne peut pas le savoir, mais on peut le deviner en regardant le tableau. On avait des cœurs dans ces racines de l'ancêtre de nos carottes actuelles. Voilà, le moindre manque d'eau, le stress hydrique, et on avait un cœur très dur. Aujourd'hui, on voit bien avec le panais, par exemple, le panais qui a souffert en poussant, mais c'est de la carne, quoi. C'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Michel. J'ai envie de poser une question à Joël, mais alors, qu'en est-il des semences qui sont de réseaux Cocopédie, Terre Paysanne, etc. Qu'en est-il de ça, quoi, je veux dire, puisque parce que moi-même, avec César, mon fils, nous avons initié, puisque maintenant nous avons des sols pour ça, pas terrible d'ailleurs, argileux, donc il a fallu les préparer, et longuement les préparer. Eric a vu ça quand il est venu à la maison, donc on les a fertilisés avant de planter quoi que ce soit. Mais on a retrouvé grâce à notre petit réseau de maraîchers encore, parce que sur le marché de Rouen, il y a une fille qui s'appelle Corinne, et qui est mais vraiment militante pour ces semences-là. Et elle nous a confié donc quelques semences. Le terme est important, confier, hein. C'est pas juste donner, c'est confier. Oui, confier quelques semences d'une fève d'Auvergne, dont j'avais jamais entendu parler, et qui est bien entendu en péril, en voie de disparition. Donc, charge à nous d'en prendre soin. Elle nous accompagne, hein, parce qu'on est vraiment, César comme moi, on est vraiment tout neuf hein, dans ce métier-là, qui me semble d'ailleurs très indispensable aujourd'hui pour le cuisinier. Ça me semble très riche d'être acteur aussi, ou du moins de savoir comment on fait. Et donc cette fève qui est maintenant dans laquelle on a planté 200 petites graines, qui aujourd'hui sont adultes, qu'on laisse aller, hein. Évidemment, on les a goûtées crues, elles sont formidables, il y a un petit coup de lavande et de fleurs d'oranger, tu sais, et donc on les accompagne pour lui rendre. Donc c'est-à-dire on va lui redonner plus qu'elle nous a donné. On va regarder quelques-unes pour nous, pour multiplier encore, reconvertir. Mais on le fait avec des tomates, je l'ai fait avec des maïs qu'on m'a confiés lors d'un voyage au Mexique, avec des piments de Kyoto et du Mexique aussi, mais tu vois qu'on m'a confié, mais avec le même esprit de semences, d'un maïs qui n'est pas qui n'a pas inondé les marchés, etc. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un trésor extraordinaire qu'il faut maintenir. C'est à nous de le faire, ça. La maintenance du trésor est autorisée. Par contre, la commercialisation des produits issus de ce trésor est bien souvent, lorsqu'il y a besoin d'inscrire au
au fameux catalogue officiel européen, est bien souvent interdit. Alors aujourd'hui, il y a ces vieilles variétés... Il y a plein de moyens de le faire quand même. On l'a tous fait et tous les producteurs le font, mais il faut quand même savoir, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le pourquoi du ne pas faire n'importe quoi, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, les virus. Alors il y a des familles de botaniques, il n'y a pas ce souci de virus, tout au moins dans nos contrées. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des introductions de produits d'ailleurs, on multiplie aussi les parasites. Parle bien dans le micro. Voilà. On peut citer le cas par exemple je crois que c'est un feu bactérien qui attaque la tomate, qui s'est beaucoup développé en Turquie et qui est un vrai problème aujourd'hui. On peut avoir des plantations de tomates qui sont cramées. On a les tomates marocaines qui sont contaminées par le TMWV, qui est un virus de la tomate. On a 50% des tomates marocaines de plein champ qui sont contaminées. Donc dans certains cas, ce qui est ancien est conservé dans une boîte de conserve par un héritage, peut-être dangereux. Peut être dangereux pour la culture. Pour la culture. Oui, j'entends pour la culture. Oui, c'est tout le problème. Alors, on évoquait Cocopelli. On va faire court sur les maladies des plantes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais parce qu'on peut en discuter, mais j'ai d'autres questions. Le problème de Cocopelli, notamment auprès des producteurs professionnels, c'est que le taux de germination de leurs semences, moi longtemps je les ai côtoyés, parce qu'au début ça me semblait une belle chose, mais bon, après quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas à côté des rats, ils sont complètement à la perpendiculaire des rats. Voilà. C'est toujours très compliqué cette notion de semences et de partage de... C'est pas la collection qui est importante, c'est le savoir. Je vais juste citer les variétés de tomates qu'on a plantées, comme ça tu me diras tout de suite s'il faut. Alors, attendez-moi. Cœur de bœuf Hackers, cerise ambrosia red, tu connais ça? Oui. Double riche, black striped German, Ouais, ça c'est très classique, très bon. New Zealand pear. Oui, bof. Ça c'est le poète. Vous êtes instruits. Hein. Orange fleuri, Charlie Green, Burbank, Cano Ridge, Kazakh Rouge, on a essayé. Caro Ridge, très bon. Burbank, il y a pas mal de graines. Ouais. C'est pas forcément. Mais bon. Michel, alors justement, Il y a des milliers de variétés. tu parles du petit jardin que vous avez. Tu dis je m'en occupe, c'est surtout César qui s'en occupe. C'est César il est à fond en plus là-dessus. Il est à fond. Je trouve ça vachement. Alors, il y a une notion dans le déménagement de Roanne à Ouche, quelque chose c'est intéressant, c'est que, en quelque sorte, la maison Trois Gros, c'est végétalisé. Vous êtes au milieu de la nature, il y a ce bois, bon, il y a la construction de Patrick Bouchin qui inscrit en fait le bâtiment dans la nature, mais je pense aussi au verger que vous avez planté. Il y a plein d'arbres. C'était un des premiers désirs, c'est planter les arbres. C'est quoi? C'est faire écolo et que ça soit chic et modeux? Ou c'est parce que... Je te provoque, hein? Je te provoque. Non, je crois pas. Initier, c'est d'abord... initier les plantations, c'est déjà se nourrir d'une esthétique de paysage. Et puis, en effet, apprendre à observer, apprendre jour après jour la mutation, en effet, de la nature. Ce que je ne connaissais pas avant. Si, j'allais observer ça de temps en temps chez quelques producteurs, mais trop rarement. Ça, c'est vachement intéressant, parce qu'effectivement, beaucoup de cuisiniers disent, en fait, on est toujours en train de dire saison, mais quand ça pousse exactement? Oui, mais non, c'est au jour le jour, non, et Joël, qu'on suit ça. Alors ensuite, en effet, apprendre, être accompagné, encore une fois, à récolter. Comment, quand, avec quelle main, de quelle façon, le stocker où, le transformer après, comment, et en faire quoi, le conserver dans certains cas, ou l'utiliser dans l'immédiat, utiliser les fleurs aussi. Donc même si ça semble être un cliché aujourd'hui la cuisine, quel goût à la fleur. Jusque-là, je me suis interdit d'utiliser des fleurs en cuisine parce que c'était des fleurs, en effet, qui étaient pour moi une décoration. Plus, je le considérais comme une décoration, plus que comme un goût. Or, je suis en train de m'apercevoir que certaines fleurs, voilà, au-delà de l'esthétique, ont une véritable saveur et ont un sens dans quelques plats, on pourrait dire. À moi, maintenant,
d'en faire, on pourrait dire, le travail, la découverte. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans votre cuisine, puisque maintenant c'est la cuisine du fils et du père, est-ce que cette notion de végétal a pris une place que t'as pas vu arriver, qu'il y a un truc de plus en plus important? Elle est en train. Elle est due, évidemment, elle s'accélère avec le déménagement, je le sens, ça fait que à peine 4 mois qu'on est là, donc ça serait un peu tôt peut-être pour le dire, mais ça se pressent. Mais c'était précédent à cela, même déjà lorsqu'on était planté place de la Gare, le végétal dans notre cuisine a pris, on pourrait dire, une importance au fil des jours, depuis des années. Notre cuisine, ma cuisine, était beaucoup plus végétale que celle de mon père, qui était, elle, très carnée. Donc, c'est déjà amorcé, mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec la nouvelle génération César et qu'avec le lieu, en effet, c'est en train d'accélérer, c'est en train de modifier de façon plus profonde encore cette attirance, ce besoin, cette envie. Quoi. Ce que je te faisais remarquer quand on s'est téléphoné pour préparer une colloque, tu disais, moi j'ai été frappé, j'ai eu la chance de déjeuner à Ouche il y a un petit mois. Il y avait une dame, 75 ans, qui mangeait un rouget laqué avec du piment. J'ai goûté cela, c'était vraiment pimenté, avec vraiment quelque chose qui était très végétal autour de cette notion de piment sucré, fort, particulier. Et je te demandais, mais est-ce que les gens fonctionnent? Est-ce que le mangeur du restaurant Trois Gros, est-ce que on va pas dire le consommateur, le mangeur, est prêt à tenter les expériences? Je pense que si le plat a du talent, il est prêt à tout accepter. Le talent, parce qu'il s'inscrit dans une histoire, parce qu'il est beau à voir et parce qu'il est bon et inédit. Bon à penser en fait. Voilà, bon à penser, bon à se régaler aussi. Et aussi parce qu'il s'inscrit dans une personnalité, un équilibre. Il n'est pas un ovni, il est en effet dans un esprit que mon fils César est en train d'initier. Je m'intéressais pas ou très peu au piment. Et parce que sa formation est ibérique, César a longtemps travaillé en Espagne chez les Roca, puis après a travaillé en Californie avec Thomas Keller. Et il se trouve que chez Thomas Keller, ceux qui préparent la nourriture pour le personnel quotidien sont mexicains, et donc il mangeait mexicain 2 fois par jour. Et ce long passage en Californie lui a peut-être amené, parce qu'il portait une affection pour ça déjà, le goût du piment. Et maintenant le piment, tout comme le goût de barbecue, de fumage, est en train de se glisser dans un esprit de cuisine, est en train ça c'est la signature, et j'avoue que j'apprécie. Mais pour te dire, le client, qui est un client qui a aussi, qui est voyageur, qui a aussi ramené avec lui des souvenirs, des connaissances, il est prêt à ça, il est prêt à l'accepter. On a la chance d'être dans une maison où le client est prêt à accepter, oui. On va dire les caprices, d'une certaine façon, où on est aussi, la plupart des clients nous considèrent comme les grands chefs, comme des auteurs, et donc les auteurs, on les considère tels qu'ils sont, même si on peut commenter. Je pense que c'est un des rapports qui est entre cette cuisine de restaurant dit gastronomique et la cuisine populaire. Le voyage. Aujourd'hui, on peut voyager très facilement. Il y a un article qui a été fait il y a longtemps sur le site de l'Observatoire de cuisine populaire avec un charcutier installé à côté de Clermont-Ferrand qui s'appelle Fernando Pereira, qui est d'origine portugaise, qui est devenu charcutier parce que c'était l'apprentissage qui était à portée de vélo. Donc il fait de la charcuterie auvergnate. Et un jour, il y a des Auvergnats du village qui viennent le voir en disant « Fernando, je pense que tu es portugais, pourquoi tu fais pas du salpicao, qui est un saucisson macéré, embossé en gros morceaux ?» Et Fernando se met à faire du salpicao pour sa clientèle auvergnate qui a voyagé chez son voisin portugais pour manger du salpicao. On peut même se demander si dans 20 ans, le salpicao de Bragança, au nord du Portugal, ne sera pas devenu une charcuterie auvergnate. Et là, on est sur quelque chose qui est extrêmement dynamique et extrêmement passionnant. On est loin du végétal, mais c'est sur la même mécanique, en fait. Et c'était la question que j'avais envie de poser à Joël pour arriver doucement à la fin de cette conversation. Tu as été un des précurseurs de ce nouveau choix végétal de production, variété et espèces. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'on trouve des maraîchers expérimentateurs et proposant une plus grande palette, un plus grand choix, ce qu'on entendait sur la présentation des résultats, qui sont inspirés en fait de ton travail ou de ce qu'ils avaient entendu sur toi pour ouvrir de nouveaux champs à la culture des légumes et des fruits?
c'est certain. Et tu voyages aussi, toi, beaucoup. J'ai la chance aujourd'hui, retraité maraîcher, de pouvoir m'investir à fond dans le collège culinaire et notamment chez les producteurs. Parce que j'ai justement cette phase pour rentrer dans souvent un producteur a du mal à laisser rentrer dans son exploitation quelqu'un qui n'est pas du métier, quoi, ou un journaliste, ou il n'a pas forcément envie qu'on aille voir certaines choses dans son exploitation, même s'il n'y a rien à cacher. Et cette relation avec les producteurs, on s'aperçoit que la façon de penser son métier a beaucoup évolué de ces 20 dernières années, et aujourd'hui encore plus. Bon, alors c'est facilité, parce qu'en fait, on avait déjà Michel avait... tu as cité ton maraîcher historique aussi, Jean-Pierre, qui était et dans Jean-Pierre Burgot, oui. Ouais, beaucoup de chefs avec des réputations comme Michel, comme la famille Trois Gros à Roanne, avaient leurs producteurs qui faisaient des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, on a moins de producteurs au total, puisque l'effectif a considérablement diminué pour un tas de raisons qu'on ne va pas évoquer là. Mais on a des pointures qui vont sortir des nouvelles choses, qui vont aller plus loin avec le produit. Et la facilité qu'ils ont aujourd'hui, c'est justement le téléphone, les médias, les réseaux sociaux, qui leur permettent de montrer ce qu'ils font et de s'ouvrir à un monde extérieur, et d'avoir aussi un tas de questionnements qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'ils n'étaient pas ouverts sur ce monde extérieur. Comme on est un petit peu des anciens tous les trois, se rappeler au début où on s'intéressait justement à ces légumes tout seul, pour trouver des variétés, des espèces. Quand il n'y avait pas Internet, il fallait trouver le producteur qui avait le catalogue, ou peut-être qu'il y avait un truc de... Ça a bien changé, et c'est l'un des intérêts de la circulation d'informations. Dernière question. Oui, juste pour dire que on a une famille de maraîchers en pleine expansion, parce que lorsque Michel a dit tout à l'heure, on observe ce qu'ils... Et j'ai toujours pensé que la première qualité d'un maraîcher, c'est de savoir observer ce qui se passait. Ensuite, modestement, on essaye d'interpréter. Et on s'aperçoit que les paramètres qui sont notre propre action sont très limités. Mais le fait d'observer ce qui se passe et de savoir quand on va pouvoir, alors pour le maraîcher, proposer aux cuisiniers ou aux clients sur les marchés un produit, ça c'est dû à l'observation. Et quand Michel parlait du moment où on peut récolter, moi ce qui a fait le grand dame il y a 30 ans en arrière de mes collègues plus anciens, de la génération d'avant, c'est lorsqu'ils me voyaient récolter notamment des petits fenouils grands comme ça, alors qu'il fallait attendre le fenouil soit énorme. C'est qu'en fait, pour un légume, contrairement peut-être à un fruit, un légume, les qualités organoleptiques commencent à évoluer, même quand il est complètement immature, et ça vous l'avez mis, vous les cuisiniers, en avant depuis de nombreuses années. Quel est le prochain légume qui va... J'aimerais que tu cites les différents producteurs avec qui tu travailles à Roanne. Parce que c'est bien de les citer. Donc il y a Joris. Ton micro. Joris a pris la place de la suite, était formé par Jean-Pierre Burgot. Il y a aussi Michael Rollet, qui lui est en bio, mais en passe de passer en biodynamie, qui est un mec de la nouvelle génération. Il y a toute l'école après de Corinne, qui est plutôt radicale et militante. Après, il y a Bruno, lui qui est plutôt un spécialiste des racines d'hiver. Après, il y a Gunther, qui est un Autrichien qui donc a amené avec lui, on pourrait dire, sa culture. Donc il a des variétés de choux inédites, il fait son relish lui-même. Il nous propose aussi des petites semences qui sont inédites. Après, il y a des producteurs, évidemment, il y a des apiculteurs, il y a les prénoms, là m'échappe au moment où tu me le donnes, mais il y a tout un paysage ce que je voulais... Souvent, ils sont complices les uns des autres. C'est-à-dire, ce que fait l'un, l'autre évite de le faire. Ah oui. Ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que ça se passe à Roanne, mais il faut faire attention aux phénomènes de mode. Il ne faut pas tous aller à Roanne demain. Parce que ça, c'est dans toute la France, en fait, qu'il y a aujourd'hui quantité de maraîchers qui font un boulot. Et ça, c'est très cuisine populaire. C'est pas le nom d'un maraîcher qui est intéressant, c'est de montrer, en fait, le faisceau de tous les maraîchers qui vont dans une direction. Et là, c'est très, très excitant, pourrait-on dire, en termes de gourmandise, de découverte, de curiosité et de partage de savoir. Michel, Joël, merci beaucoup. Et faites des questions, hein. Applaudissements, s'il vous plaît.
Question à Michel Troisgros et à Joël Thiébaut, s'il vous plaît. Ariane, tu ne notes pas la question, tu la poses directement, s'il te plaît. Une question, s'il vous plaît, je vois pas tout le monde, peut-être. Pas de question. Si vous parliez des... Ah, attendez, personne ne vous entend. Vous avez entamé cette question, à savoir, vous parliez des... Non, mais je vais vous aider à la terminer. Vous parliez des légumes qui allaient justement être plus exposés dans les années prochaines. Voilà, donc j'aimerais bien savoir un peu sur lesquels vous travaillez. C'est vrai que j'avais entamé ça parce qu'on avait parlé d'une herbe avec Michel. Quels sont les prochains légumes, à votre avis, tous les deux? Est-ce qu'il y a une direction de variété, d'espèces, d'aromates ou de légumes qui va apparaître là prochainement? C'est la demande de scoop, hein, c'est du gros là qu'il faut envoyer quand même. Non, je crois que c'est à nous de l'initier. On est en train de l'initier d'ailleurs. Nous les cuisiniers, mais nous les cuisiniers, on est intimement liés à vous, donc Joël, je te laisse répondre. Bien joué. Ah ouais, j'ai une heure devant moi. Applaudissements pour Michel Troisgros, c'est très fort. Alors, je vais citer un légume qui se développe de manière exponentielle en France aujourd'hui. C'est pas un légume qu'on ne connaissait pas, c'est la patate douce. La patate douce était importée à 98%. Ça faisait 10 ans que je suivais des amis producteurs québécois qui produisaient de la patate douce au Québec. Le climat du Québec, vous voyez un peu, sans caricaturer, c'est beaucoup moins favorable que l'île de France. Et on butait sur le fait qu'on n'avait pas de producteur de plants. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai trouvé un producteur espagnol qui a accepté de me faire 1000 plants de patates douces, et avec la variété québécoise qui s'appelle Beauregard, qui est la variété emblématique au Québec. Et c'est le nom d'un groupe aussi. Hein. Ouais. Donc j'ai fait participer 5 autres de mes collègues qui en ont pris quelques-unes, 20 pieds à chaque fois. On avait le travail qui avait été fait par les producteurs québécois depuis 10 ans, qui ont ramé passez-moi l'expression, pendant 5 ans pour trouver les distances, les dates de récolte. Bon, les dates de récolte et les plantations, c'était complètement adapté à leur climat. Donc il fallait simplement adapter cela, mais au niveau des distances entre plants, c'est une nouvelle culture, on ne connaissait pas du tout. Donc on a pu mettre en place dès la première année, au bon moment. La bonne mécanique. Voilà, toutes les techniques étaient résolues. On a produit des patates douces qui avaient une qualité, parce que du fait de leur fraîcheur, on les arrachait la veille, l'après-midi, on les amenait sur nos marchés le lendemain. On a eu un franc succès tout de suite. Aujourd'hui, on sait qu'on va assurer en France plus de la moitié de nos besoins d'ici 1 ou 2 ans. Pour vous donner une idée, il y a 3 ans, il y avait 1 million de plants de patates douces plantées en France. Il y en a eu 2 millions l'année suivante, et ça continue parce qu'on n'a pas saturé le marché, loin de là. Et on a une diversité aussi de variétés qui est en train de se développer. Aujourd'hui, on a des variétés japonaises, violettes à peau violette, à chair blanche, de différentes couleurs, blanches, moins sucrées, parce qu'on recherche aussi une patate douce moins sucrée pour certains. Donc on a au moins déjà sur le marché français 5-6 variétés produites en France qui vont répondre aux besoins, à ce besoin. Je pensais, Michel. Ça m'amène au haricot aussi. Il me semble qu'au cours des voyages, et notamment au Brésil, je découvre des variétés de haricots secs, hein, je m'entends, frais et secs, qu'on n'a pas chez nous. Alors je pense que l'Amérique du Sud va arriver vers nous. Voilà, vous avez eu l'occasion peut-être de voyager en Amazonie, et je pense aux fruits, hein, notamment aux fruits d'Amazonie qui sont totalement inconnus pour nous, qui ont des goûts absolument extraordinaires, que mon frère brésilien ignorait encore il y a une dizaine d'années. Claude. C'est pas qu'il les ignorait, mais il ne pouvait pas les obtenir à Rio. Or maintenant, ça y est, c'est initié, on organise le transport entre les grands marchés d'Amazonie, Belém, Manaus, etc., et les grandes villes brésiliennes. Donc sans doute qu'il va y avoir dans le fruit exotique, notamment d'Amérique du Sud et du Brésil, voilà, peut-être la possibilité de découvrir chez nous. Alberto,
Tu veux un micro? Tu parles fort? Non, ça va. Ah. Juste Alberto, ça fait un petit bout de temps. Excuse-moi, Sophie. Un minuto. Alberto Irais du restaurant Alfoga. Merci. Et une question pour les deux, s'il vous plaît. C'est sans changer de domaine, mais un peu complètement différent. Est-ce que vous connaissez des maraîchers de mer? Des maraîchers? De la mer. De la mer? Vous, que vous êtes un grand voyageur, je crois que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est mon Ça, Les algues, oui. J'ai pas de nom à citer comme ça, mais oui. Yumiko, tu en connais en France? Des producteurs de... On a la chance d'avoir Yumiko de la Maison de la Culture du Japon juste à côté de nous. Est-ce que tu connais des producteurs d'algues en France? Oui, il y a plusieurs, je sais pas, en Bretagne, c'est surtout des femmes, et elles produisent plutôt des wakame. Wakame, oui. Oui, et un petit peu de kombu royal, mais c'est kombu royal, c'est pas... Du très grand, c'est ça, c'est du grand kombu. Oui. Bon, en général, chez nous, on prend le bouillon, mais kombu royal breton, on ne peut pas faire un bouillon. Ah bon? Oui. Alors on en fait quoi? Ça, je ne sais pas. Vous avez donc très bon wakame ou d'autres dulces ou d'autres algues intéressantes. Tu diras Alberto, s'il te plaît, Yumiko. Oui. Il est Et vite donc, si vous voulez, donc, je vais vous donner quelques noms. Est-ce que c'est était plus simple pour la tour, on ne critique pas. Oui. Vous parlez des cas de culture marrant. Des produits spécifiques en bordure de mer. Ça ferait demander à Olivier Rollinger, je suis sûr qu'il a des contacts, Olivier, parce qu'il a dû développer ça. Olivier Rollinger, Olivier Belin aussi doit avoir des contacts. Patrick Geffroy, on en parle après. Il a forcément Je crois que c'était en Espagne, il y a aussi des producteurs de plancton, de algues vertes. D'accord. Oui, il y a donc le produit. Ils ne savent pas que la Bretagne existe, les Espagnols. Ouais, et donc je crois que c'était un produit D'accord. Une toute dernière question avant de continuer. Sophie, je t'ai pas oublié. Bonjour, moi j'avais une question par rapport au mélange des produits et évidemment leur provenance. De toute façon, ça ne fait que s'accélérer, parce que les produits viennent un peu du monde entier depuis des années. Et ce que vous racontez, je trouve passionnant. J'ai une question de plus. Alors c'est un peu mixte entre toi et vous, Joël, sur le fait que ces mélanges de produits, est-ce que ça va permettre à terme quand même de conserver une signature française à la cuisine française? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je le vois par rapport à mon job à moi, enfin vous voyez, par rapport à ce que vous racontez. Sophie Mise, commissaire générale de la Fête de la Gastronomie. Est-ce que du coup la signature française, qui est évidemment sur de la technique, sur les sauces, sur les desserts, enfin il y a suffisamment de richesse et de spécificité française, mais est-ce que cette mixité que je trouve passionnante, pour les clients par exemple internationaux, est-ce qu'ils vont s'y retrouver dans quelque chose qui reste français? Enfin c'est un questionnement que j'ai moi là-dessus. Voilà. Bien sûr, c'est tout l'art et tout le talent des cuisiniers de s'accaparer et de ne pas perdre finalement l'héritage. Mais en même temps ne pas se satisfaire de l'héritage. Donc je dirais qu'on peut pas ne pas aller dans ce sens-là, aller contre la diversité, la richesse que nous amènent les horizons lointains et puis même les migrations présentes maintenant dans notre France, quoi. Donc c'est juste pas possible de faire autrement. On a tout intérêt, à mon avis, en plus, à faire grandir la cuisine dans ce sens-là. Mais en effet, voilà, après ça dépend vraiment de ses connaissances. C'est-à-dire que je pense que, voilà, sans la connaissance, l'expérience, le savoir-faire des sauces ou des grandes bases de la cuisine française, soit, la connaissance théorique à côté aussi, et maintenant, en effet, laisser infiltrer, en effet, ce qui vient d'ailleurs, mais garder une patte, ne pas faire de la cuisine française une cuisine internationale qui n'aurait plus d'identité, plus de différence avec les autres chefs de talent qui seraient ailleurs. Mais ne pas faire non plus une cuisine française qui soit du musée. Je
vais être beaucoup plus radical. Très que rapidement, Michel. s'il te plaît, Joël. Oui, toujours. Je vais être beaucoup plus radical que Michel. Je vais dire que 95% des produits qui sont l'orgueil de certains d'entre nous, aujourd'hui en France, n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ces échanges. Comment s'est développé le concombre qui est, ou les melons, ce sont ces fameuses caravanes de la route de la soie qui s'arrêtaient dans les monastères, qui étaient les lieux d'échange. Non, c'était des centaines, hein, les artichauts amenés par les Vénitiens, etc. Voilà, etc. tout ça. Donc, et aujourd'hui, ça continue, mais avec les moyens modernes. Voilà, mais à chaque fois... Juste un exemple, Joël. Voilà. Ma grand-mère, qui habitait au fin fond de l'Auvergne, n'avait jamais mangé de tomates avant 1945. Ça n'existait pas. Il faut juste avoir ça en Non, tête. mais il y a la climature. Oui, non, si, là c'est dans les coins où ça pousse, mais dans la plaine, dans un coin ils connaissaient, l'autre coin ils connaissaient pas, c'est tout. Est-ce que tu as des origines, est-ce que tu as un papa ou une maman qui est... T'es bretonne, tu n'as pas du tout de sang italien, rien du tout, ni espagnol, ni portugais. Ah, oui, en effet, maintenant que tu me le dis. Et tu n'as pas gardé rien de cette culture qui aurait pu être... Voilà. Sophie, juste dans l'OCEPOP, il y a un dossier qui s'appelle « Les immigrés sont une chance pour la cuisine française ». Il y a plein d'histoires à... Merci beaucoup, les gars, c'est vachement mieux avec vous, mais on va continuer. Applaudissements, puis bien sûr, vous restez déjeuner. Donc si vous avez des questions à poser à Joël Thiébaut, à Michel Palgros, bien sûr, on pourra continuer la discussion.